bonsoir tout le monde. Nous clôturons les jeudis d'Hébraïca, en tout cas pour ce qui nous concerne aujourd'hui. Et j'ai pensé que ça pouvait être intéressant de faire un peu un tour du monde des acteurs et actrices, ceux qu'on a l'habitude d'appeler des stars de théâtre ou de cinéma. Et je peux vous dire que vraiment, véritablement, je le dis presque à chaque fois, mais c'est vrai, cette fois-ci encore plus vrai, il y a un nombre absolument invraisemblable de personnes, de personnages dont on pourrait fixer l'histoire au cours de cette conférence, parce que, alors, je ne sais pas comment l'interpréter, ça peut faire partie de notre discussion. On a l'impression que parce qu'ils ont un statut particulier au sein des sociétés qui les accueillent, les Juifs ont trouvé dans le théâtre et le cinéma ou la musique ou la peinture un moyen d'exister plus commodément qu'habituellement, si je peux dire. Voilà. Alors, et c'est vrai que si nous étudions avec un minimum d'attention les phénomènes majeurs du monde contemporain, nous ne pouvons que constater que, alors il ne s'agit pas de faire de l'obsessionnel, hein, mais nous ne pouvons que constater que tous les bouleversements, les métamorphoses, les mutations, les révolutions qui peu à peu changent la face de notre planète, de nos sociétés, de nos habitudes de vie et de pensée, ont des juifs pour créateurs, promoteurs, porte-parole ou défenseurs. Euh, donc c'est ce que je viens de dire, ce n'est pas avoir une attitude obsessionnelle que de reconnaître que la relativité, le cubisme, le mouvement dada, le marxisme, la musique sérielle, l'art abstrait, la psychanalyse, la physique nucléaire, l'intelligence artificielle, et j'en oublie bien d'autres, sont les résultats d'une espèce de fabuleuse floraison juive. À l'autre bout de ce constat lumineux apparaissent les traces humiliantes ou sanglantes, les trames odieuses d'une conjuration séculaire, d'une orchestration d'étouffement par les sociétés environnantes. Donc la disgrâce, la malédiction sont présentes dans toute l'Antiquité. Elles ont été soigneusement développées par les puissances régulières et séculières, par les souverains, les papes, les inquisiteurs, les artistes et même le vapeur. L'Église catholique et l'islam conquérant ont utilisé jusqu'à plus de soif l'intolérance et la persécution sous forme d'anathème qui va alimenter les gibets et enflammer les bûchers. Les populations civiles d'Orient et d'Occident se sont donc, de ce fait, transmis de génération en génération le mépris et la haine héréditaires des Juifs qui sont restés donc pendant des siècles objets d'opprobre et d'exclusion, d'enfermement et même d'anéantissement malheureux. Mais en même temps, ces capacités de résilience et de survie ont généré en parallèle de nouveau la méfiance, de la trahison, du sentiment de trahison et de jalousie. Et donc, quoi de plus extraordinaire que cette série de personnalités qui ont choisi les bizarreries les bizarreries, parce qu'on ne peut pas dire que ce soit quelque chose de tout à fait naturel, les bizarreries de la comédie, du drame, du cinéma, de la musique, de l'opéra, de la danse, etc., pour exister et, à travers leur travail remarquable, permettre à l'art sous toutes ses formes d'irriguer l'esprit et le cœur de l'homme. C'est comme ça que je le vois. Donc, encore une fois, la tâche était gigantesque et elle nous oblige, elle m'oblige en tout cas, à davantage de modestie et de raison. Donc, on va démarrer comme ça avec le théâtre d'abord. Alors, je vais peut-être commencer, comme je le fais à chaque fois, je vais commencer par les livres dont je me suis servi. Et je peux vous dire qu'il y en a une pléthore, hein. Donc, il y a toujours ce fameux dictionnaire encyclopédique judaïque que Jean-Luc nous présente, qui est un ouvrage extrêmement bien fait et très complet, sans excès, mais sur lequel vous pouvez compter pour avoir des renseignements fiables. Ensuite, nous avons, alors c'est un livre extrêmement bien fait d'Anne-Marie Fugier, pardon, Anne-Martin Fugier, qui s'appelle Comédienne, les actrices en France au XIXe siècle. Alors c'est toute une série de portraits, d'éléments extrêmement intéressants et parfois même très amusants
sur des actrices qui ont fait florès en France, qui étaient souvent, en tout cas au 19e siècle, je pense qu'au 20e et au 21e, c'est un petit peu mieux quand même, mais au 19e en tout cas, c'était ce qu'on appelait les grandes ou les belles allongées, parce qu'elles avaient une double vie, si je peux dire. Hein. Voilà. Alors, on va utiliser ce document. J'ai également utilisé un livre dont je vous avais déjà un peu parlé, mais qui est très bien fait aussi sur la période moderne, cette fois. C'est la vie quotidienne des écrivains et des artistes sous l'occupation. On aperçoit des tas de choses. Ça fait référence à des éléments qu'on ignore totalement. Alors ensuite, ça c'est un livre dans la collection Phaidon. Ça s'appelle le musée du cinéma. Il n'y a pas de texte, c'est essentiellement des photos avec un ordre alphabétique sur des réalisateurs ou des comédiens et des comédiennes. Ensuite, un livre que je vous recommande parce qu'il est extrêmement amusant, très agréable à lire en collection de poche. C'est une autobiographie de Woody Allen qui s'appelle Soit dit en passant. Très très bien fait. J'y retournerai. Je vous lirai quelques extraits parce que ça me paraît intéressant. Ensuite, il y a alors c'est un livre qui est préfacé, c'est la collection France Loisirs, c'est pas ma tasse de thé habituellement, mais c'était préfacé par comment il s'appelle, Stéphane Bern, et c'est Fauché en pleine gloire, donc c'est aussi une série un petit peu dans le style gala, on va dire. Hein. C'est pas de la littérature à proprement parler, mais c'est bien écrit. Et c'est tout un tas d'éléments d'information sur les morts tragiques d'un certain nombre de personnages importants de l'histoire et de l'histoire de l'art. Ensuite, alors là c'est un livre sublime. Je suis très amateur de littérature, de livres, de livres d'art, et donc ça fait partie de la série des livres d'art. C'est un livre relativement ancien, mais très très bien fait sur Marlène Dietrich. Ça s'appelle Sublime Marlène. C'est chez Ramsey Poche Cinéma, et c'est Thierry de Navacelle qui a écrit cet ouvrage. On va y revenir. Ensuite, alors, là aussi, c'est un ouvrage, un livre d'art aussi. On y voit Richard Gere avec, je ne sais plus d'ailleurs quelle est l'actrice qui est avec lui, et ça s'appelle Les séducteurs du cinéma américain. Alors, il y en avait aussi dans le cinéma italien, le cinéma allemand ou le cinéma français, mais c'était essentiellement les séducteurs du cinéma américain qui ont marqué notre époque. Ensuite, il y a un livre, là aussi, c'est un livre d'art remarquable qui est fait par Gérard Laine dans la collection Henri Verrier. Ça s'appelle Le cinéma fantastique et ses mythologies. On va en parler parce que il y a des éléments juifs dans le cinéma fantastique. On en parlera avec en particulier le Golem ou le film d'Orson Welles sur le procès d'après l'œuvre de Kafka avec Anthony Perkins, Romy Schneider et Jeanne Moreau. Alors ensuite, un peu dans la même collection que celui qu'on vous a montré sur Marlène Dietrich, c'est sur Ingrid Bergman, magnifique comédienne, qui ne se trouvait pas belle alors qu'elle l'est. Et j'ai pensé que ça pouvait être intéressant tout simplement parce qu'elle s'est illustrée à travers de nombreux films. Elle a été la compagne d'un immense réalisateur néo-réaliste italien qui s'appelle Roberto Rossellini. Et elle a joué un de ses derniers rôles qui était extrêmement bien senti, bien perçu et bien interprété sur Golda Meir. Ensuite, alors j'ai pensé aussi que ça pouvait intéresser Izzy. J'ai toute une collection de revues qui s'appelle Théâtre en Europe. Et ce numéro-là, on parle en particulier d'un metteur en scène dont Izzy nous a parlé, c'est Peter Brook. Ensuite, donc l'ouvrage dont j'ai montré la couverture à Izzy, puisque il se trouve que c'est un livre qu'il m'avait offert lors de la naissance de son fils. C'est un livre sur la comédie française, donc Jacques Lorset, et c'est chez Fernand Nathan.
Alors, c'est bourré de photographies et d'informations extrêmement intéressantes et intelligentes sur le théâtre qu'on appelle la comédie française. Ensuite vient un autre ouvrage dont je vous ai déjà un petit peu parlé, c'est sur l'opéra traité au cinéma, en particulier la photographie de couverture, c'est le film de Joseph Losey sur Don Giovanni de Mozart. Alors ensuite, c'est aussi un livre d'information, d'études et de culture sur les 40 ans du Festival d'Avignon. C'est un très 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 beau livre qui raconte, alors en particulier, bien sûr, ce n'était pas un acteur juif, mais il a joué le rôle d'un d'un peintre juif Modigliani, c'est Gérard Philippe, là, et l'une de ses conquêtes et une des interprètes de théâtre les plus remarquables du XXe siècle, c'est Maria Casares, remarquable d'intelligence. Ensuite, c'est un livre spécifique sur Orson Welles. C'était un personnage singulier, vraiment singulier, extrêmement attachant, plein de talent. Il a réalisé de très 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 nombreux films à partir en particulier du théâtre, puisque c'était un comédien de théâtre au départ. Il a été comédien et metteur en scène, et il a donc tenu à illustrer de façon extrêmement intelligente et extrêmement questionnante, je dirais, l'ouvrage de Kafka sur le procès, qu'il a transformé en film, donc on pourra en parler, je vous montrerai quelques photos, vous verrez, c'est assez hallucinant. Ensuite, c'est un livre, là aussi, c'est un livre, on va dire, c'est un livre culturel, mais c'est aussi un livre d'information un peu à caractère euh, un peu comment ça s'appelle, gala ou des choses comme ça s'appelle Life à Hollywood. Donc là, vous avez tout un tas de couvertures de ce journal qui s'appelle Life, et dans lequel on voit Elisabeth Taylor, Sophia Loren, John Wayne, et j'en passe et des meilleurs. Hein. Voilà, c'est très très bien fait, et c'est très agréable à lire, vraiment. Ce ne sont pas des ouvrages un peu turlupins et pas toujours très très passionnants, hein. Pas du tout. Au contraire, ce sont des ouvrages qu'on a plaisir à lire et à regarder parce qu'ils nous informent sur tout un tas de choses, alors qui sont soit qui ont été oubliées, soit qu'on ignore complètement et dont on n'avait jamais pris connaissance. En fait. Et je crois que c'est le dernier des ouvrages que j'avais noté avec Jean-Luc. C'est un ouvrage de photographie également. On voit une très belle photo de Cary Grant. Quand on parle de séducteur, alors moi je suis plus sensible à Eddie Lamarck qu'à Cary Grant, mais j'imagine que Patricia ou Anne sont aussi intéressés par Cary Grant dans ce livre qui s'appelle Inoubliable. Inoubliable pour cause, parce qu'ils avaient le charme et le charisme de la star de cinéma. Voilà, voilà donc ça c'était les ouvrages dont je me suis inspiré pour travailler sur cette soirée. Alors, la première personne à qui on pense quand on parle de personnages de théâtre juif, c'est la comédienne qu'on a appelée Rachel. Elle s'appelait Elisabeth Rachel Félix, comme le prénom Félix, et dite Mademoiselle Rachel. C'est la fille de juifs alsaciens. Le père s'appelle Jacob Félix, ce n'est qu'un colporteur ambulant, hein, donc c'est une famille extrêmement modeste. Et sa mère s'appelle Esther Thérèse Hayer. Elle est née le 21 février 1821 à Mons, en Suisse, dans une auberge, parce que la maman a été obligée de s'arrêter pour accoucher, elle n'en pouvait plus. Et il y avait peu d'endroits où les femmes juives étaient autorisées à accoucher. Voilà. Donc c'est la seconde fille, après d'autres filles et garçons, Sophie, Raphaël, Rebecca, Adélaïde, Léa, Mélanie, Dina. Tous les enfants ont des prénoms à caractère hébraïque. Hein.
Et outre ceux dont on ne connaît même pas les prénoms et qui n'ont pas survécu, parce que c'était une époque assez triste dans laquelle soit les mamans, soit les enfants mouraient au moment de l'accouchement. C'est donc une famille misérable qui erre de ville en ville. Alors, c'est quelque chose qui peut nous choquer. Là, vous avez un très beau portrait de Rachel à droite. Euh, c'est, les parents n'avaient pas l'impression qu'ils faisaient une œuvre néfaste ou négative. Ils considéraient leurs enfants comme une source de revenus. Donc, ils les induisaient euh, dans un rôle de participants actifs à la vie professionnelle de la famille. Alors, cette Elisabeth, donc Elisa, il l'appelle Elisa, hein, les parents, elle chante, elle danse, elle joue de la guitare dans les rues, dans les cafés. Hein, donc, vous voyez, au départ, c'est vraiment purement populaire, mais dans le sens presque négatif du terme. Hein. Elle parle le judéo-alsacien, elle parle le yiddish, elle parle l'allemand, et elle va commencer à apprendre, à parler le français. Euh, alors, son père, là aussi, c'est assez curieux, mais c'est peut-être très juif aussi, je ne sais pas. Mais son père, donc, il n'était qu'un colporteur ambulant, était passionné par la culture française, il était obsédé de la culture française. Il demandait à ses enfants de parler le français, de se cultiver en français, et il était aussi intéressé, c'était lié, hein. Il y avait l'aspect culturel, mais il y avait l'aspect politique également, puisque c'était la France qui était le premier pays à accorder la nature politique de l'identité française. Donc c'était très important pour le père de Rachel de, de développer l'amour de la France par le biais de la langue française. Alors, poussée par son père, elle va suivre des cours de déclamation à l'école du théâtre Molière de la rue Saint-Martin à Paris dès 1833. Elle se fait engager au théâtre du Gymnase en 1836 sur des petits rôles de petites paysannes, mais c'était des rôles qui étaient écrits spécialement pour elle. Et alors, il y avait un critique littéraire très connu, hein, qui s'appelait Jules Janin, qui a dit cet enfant a déjà la conscience de la vérité dans l'art. Il y a un grand avenir dans ce jeune talent, beaucoup de larmes, d'intérêt et d'émotion. Il a décrit très vite et très bien ce qu'elle avait pu transmettre dans son art de la comédie. Il y a le directeur du théâtre, qui s'appelle Delastre Poirson, il va même lui payer son salaire pendant un an pour qu'elle travaille le répertoire tragique, le répertoire des tragédies françaises, au Conservatoire d'art dramatique. Il lui fait prendre, alors c'est lui qui va lui demander de prendre un nom scénique qui puisse aller avec l'art dramatique. Et donc il lui demande de prendre le nom biblique de Rachel, qui était aussi son prénom. Hein. Bon. Donc, pour l'antisémitisme régnant à l'époque, Rachel a été surnommée à plusieurs reprises hein, par soit des comédiennes concurrentes, soit par des hommes politiques, soit par des journalistes, la bohémienne, l'israélite, ou même, alors ça c'est encore plus méchant, la poitrinaire, parce qu'elle souffrait de stygie. Elle entre au théâtre français, donc à la Comédie Française, à l'âge de 17 ans. C'est rarissime, rarissime. Et son succès est immédiat et fulgurant. La recette, par exemple, on nous donne des informations qui sont très parlantes. La recette du théâtre s'élevait à 735 francs le premier soir de la représentation. 15 jours plus tard, la recette atteint 4 889 francs 50. Donc, c'est pour vous dire. Alors, elle joue dans des personnages très différents les uns des autres, mais la plupart du temps, issus du théâtre de Corneille et de Racine.
Alors, elle joue dans Simna, elle joue dans Andromaque, Tartuffe, Bajazet, et elle devient même sociétaire de la Comédie Française avec alors c'est assez amusant, avec le rôle d'Esther de Racine. Et vous savez quand? Le jour de Purim 1838. J'ai trouvé ça très. L'histoire a des relents d'ironie qui sont assez curieux. Elle s'installe avec sa famille dans le quartier du Palais Royal. Alors, elle a attiré, cette femme, elle a attiré un enthousiasme délirant. C'est ce on pourrait retrouver ça dans les groupes de rock aujourd'hui, le côté rockstar, etc. C'était une rockstar de son époque. Ses camarades qui pourraient être jaloux ne le sont pas finalement. Ils l'admirent, ils l'appellent la grande, la grande. Elle effectue des tournées partout en France et dans le monde. Et alors, elle était quand même assez habile. Peut-être que j'en sais rien, mais je ne l'ai pas connue. Je suis suffisamment vieux, mais pas suffisamment pour l'avoir connue directement. Mais elle s'est arrangée pour imposer à l'administration théâtrale l'engagement de ses sœurs Dina et Rebecca, ainsi que de son frère Raphaël, qui plus tard va devenir directeur du théâtre de la Porte Saint-Martin. Vous voyez, elle a pu utiliser son savoir-faire pour aider sa famille. Il y avait ce sentiment de solidarité familiale très fort. Alors, là aussi, il y a un aspect d'information qui me paraît assez amusant et curieux. Son père, pour défendre sa famille, les intérêts de sa famille, hein, de ses enfants et des siens, il va prendre pour défenseur de sa famille un avocat qui va avoir un destin extrêmement intéressant, puisqu'il s'agit d'Adolphe Crémieux, le père du décret Crémieux, qui a rendu français les Juifs d'Algérie. Et elle va remettre en fait à la mode la tragédie classique qui s'opposait évidemment à ce qu'on a appelé le drame romantique. Bordeaux, Musset, etc. Donc, elle s'est même installée à un moment dans le salon de pas n'importe qui, puisque c'était la maîtresse plus ou moins en titre, mais c'était une femme qui avait un énorme succès auprès de la société mondaine française, parisienne en particulier, Juliette Récamier, Madame Récamier, le salon de Madame Récamier. Et elle va jouer tout le long de son existence pratique, elle va jouer devant des parterres d'empereurs, de rois qui la couvrent de présents. Elle est même reçue par la reine Victoria en Angleterre, qui va lui offrir un bracelet. Alors, écoutez bien, elle va lui offrir un bracelet pour la remercier d'avoir joué devant elle, avec l'inscription suivante, Victoria, reine, à princesse Rachel. C'est beau. Et en 1850, elle est reçue même par le roi de Prusse, qui lui fait élever. Alors, ça aussi, c'est quelque chose d'amusant, d'intéressant, en tout cas, à savoir. Le roi de Prusse va lui faire élever, tellement il était admiratif de son talent, il va lui faire élever une statue de marbre dans l'île aux Pans. Enfin, je ne sais pas ceux qui connaissent, moi, on y est allé avec ma famille il y a quelques années. C'est du côté de Potsdam et de Dresde. Et l'île aux Pans, il y a des châteaux magnifiques, il y a des paysages somptueux. Et dans cette île aux Pans, il y avait une statue qui avait été élevée par le roi de Prusse, mais cette statue a été malheureusement détruite évidemment par les nazis. En 1853, elle est même reçue en Russie par le tsar qui va la couvrir de cadeaux. Alors, il y avait des éléments à la fois positifs et un petit peu intermédiaires hein, pour juger de son talent. Victor Hugo, par exemple, dit d'elle, Rachel, c'est la perfection et rien de plus. Alors, on peut considérer que c'est quelque chose de très positif, on peut aussi considérer que c'est juste juste. Elle se lie d'amitié avec les romantiques, avec Théophile Gautier, Alfred de Musset, Chopin, enfin bon. Elle est décrite comme une grande amoureuse. Alors ça fait partie des choses un peu
en tout cas à discuter pour lesquelles on peut se poser des questions. Elle est considérée comme une grande amoureuse. Souvent, ces femmes, on retrouvera ce même type de questions avec les stars américaines, ce sont des grandes amoureuses. Elle a même une aventure avec Napoléon III, avant qu'il devienne empereur. Euh, Elle va avoir une aventure avec le comte Walewski, qui est le fils naturel de Bonaparte, qui avait eu comme maîtresse la comtesse Marie Walewska de Pologne. Elle va avoir une aventure avec François d'Orléans. Enfin, je veux dire, elle ne prenait pas le poissonnier de la place Saint-Martin. Hein. C'était vraiment des gens entre guillemets, de qualité. Entre guillemets. Alors, elle va avoir deux fils, l'un qui s'appelle Alexandre, 1844-1898, qui est le fils de comte Walewski, et Victor, qui est le fils de François d'Orléans. Alors, elle était atteinte de schizophrénie et elle va mourir très jeune, à l'âge de 36 ans. Alors, c'était relativement fréquent hein, au XIXe siècle. Il y a eu beaucoup, y compris les héroïnes d'opéra, meurent très jeunes, souvent de maladies. Hein, la Poème, la Tosca. Et donc, les obsèques vont être grandioses. Alors, il faut quand même savoir, c'est ça qui est là aussi qui est très passionnant. Elle était atteinte de schizophrénie, donc elle meurt le 3 janvier 1858, entourée par 10 représentants du consistoire, 10 représentants du consistoire, donc elle se sentait juive, et elle a prononcé, en chantant ou en priant, le schéma Israël. Ça nous a été rapporté, c'est donc vrai. Alors, ces obsèques ont lieu selon le rituel juif, le 11 janvier. Et il y a eu plusieurs dizaines de milliers de personnes qui ont accompagné son cercueil dans le carré juif du cimetière du Père-Lachaise. Pour ceux qui pourraient y aller un jour s'ils ont l'occasion, c'est la division 7. Voilà. Alors, on va commencer peut-être par une première interruption musicale avec une œuvre merveilleuse de Gustav Mahler que j'adore. Vous savez, c'est un compositeur que j'adore. Et c'est la symphonie numéro 2 qui s'appelle Résurrection. Elle est interprétée par Sir Simon Rattle. Voilà, on est malheureusement obligé d'arrêter, mais c'est de la musique somptueuse et qui exprime tout de l'âme humaine. C'est tout de l'âme humaine, vraiment. Il s'est inspiré beaucoup d'ailleurs de la musique klezmer, hein, de Gustav Mahler. Alors, nous allons passer à une autre grande horizontale, c'est Sarah Bernhardt. Alors, Sarah Bernhardt, là aussi, c'est tout un poème, si j'ose dire. Hein. Alors, je vais vous lire justement, vous parlez tout à l'heure de ce livre-là qu'on vous a montré à la rendez-vous de l'émission. Voilà. Donc, c'est comédienne et actrice en France. Alors, ça démarre justement par les obsèques de Sarah Bernhardt. Sarah Bernhardt au Panthéon, tout de même, vous allez fort, une actrice dans le sanctuaire de la gloire nationale, une actrice, vous avez dit ça drôlement, vous avez dit ça du ton dont les bourgeois de province, il y a 50 ans, prononçaient ce mot prestigieux et décrié, une actrice. Traiter Sarah Bernhardt d'actrice, c'est comme si vous traitiez Dante, Goethe ou Victor Hugo publiciste. André Billy imagine ce dialogue dans le petit journal du 29 mars 1923, jour des obsèques de Sarah Bernhardt. À défaut d'être national, ces obsèques étaient organisées par la ville de Paris. La star était morte 3 jours auparavant. Le soir du 26 mars, dans les théâtres parisiens, les comédiens avaient demandé aux spectateurs d'observer une minute de silence. Le mardi 27 et le mercredi 28, ils l'ont demandé à 40 000 Parisiens. Vous vous rendez compte, 40 000 Parisiens selon les journaux, qui étaient venus s'incliner devant sa dépouille dans son hôtel du boulevard Pereire. Pereire, c'est un banquier juif. Pereire, au rez-de-chaussée duquel avait été dressée une chapelle ardente. Alors, elle reposait dans le fameux cercueil doublé de satin blanc qu'elle avait gardé toute sa vie dans sa chambre, où elle avait parfois dormi, vêtue d'une robe de soie blanche,
la tête sur un coussin de violette de Parme. Elle avait les mains croisées, comme elle l'avait désiré. Des monceaux de fleurs emplissaient la maison, en particulier d'innombrables bouquets de violettes et de jonquilles venant d'admirateurs modestes. Comme si le ciel s'était plié aux dernières volontés de Sarah Bernard, dont le mot d'ordre était Ah, pas triste, pas triste. Ça, c'était son mot d'ordre. Georges Michel se souvient lui avoir entendu répéter à ses décorateurs, lorsqu'elle réglait une mise en scène, surtout ne faites pas triste, même à l'église. Dieu merci, le drame est assez sombre, alors vous, pas sombre, monsieur. La comédienne avait demandé des fleurs blanches pour ses funérailles et choisi elle-même les 6 jeunes acteurs qui devaient porter son cercueil, et elle en avait même ajouté un 7e au cas où l'un des 6 serait indisponible. Voilà. Je pensais que ça pouvait être amusant de délier connaissance de la façon dont cette écrivaine traite le problème des comédiennes au XIXe siècle. Alors, cette Sarah Bernhardt, c'est elle pour laquelle Jean Cocteau a inventé le terme de monstre sacré. Monstre sacré, ça vient de Jean Cocteau pour Sarah Bernhardt. Elle est née le 22 octobre 1844 à Paris et elle va mourir donc le 26 mars 1923 à Paris. Elle est considérée comme la plus importante, la plus talentueuse actrice française du XIXe siècle et du début du XXe siècle. Victor Hugo l'appelle la voix d'or. Elle avait une voix particulière. Alors on le sait, je ne l'ai pas moi, mais on le sait parce qu'il y a eu des enregistrements qui ont été faits de sa voix. Et elle avait une voix très spéciale, très particulière. D'autres vont la nommer la divine, encore plus jolie, je trouve, l'impératrice des rideaux rouges. Ça très beau, c'est les rideaux de théâtre. Et donc, c'est Jean Cocteau qui a inventé pour elle l'expression de monstre sacré. Alors, la mère de Sarah, elle s'appelait Judith Julie Bernard. Elle était modiste, sans le sou. Et elle faisait partie des courtisanes parisiennes juives. Alors, il y en avait d'autres qui n'étaient pas juives, mais il y avait aussi des courtisanes. Alors, grâce à de nouvelles recherches, parce qu'il y a eu des recherches qui ont été faites, elle était assez peu diseuse, elle mentait souvent. Hein. C'était une femme qui avait un sacré caractère, et on n'avait jamais su qui était véritablement son père, le nom de son père. Alors, grâce à de nouvelles recherches, on sait que son père était Edmond Viel, V-I-E-L, qui était un notable du Havre et qui avait été, alors lui aussi, il avait eu des malheurs, puisqu'il avait été emprisonné pour des malversations financières. Déjà, oui, ça a toujours été très à la mode, hein, les malversations financières. Bon, heureusement, ça ne concerne pas les braqueurs. Donc, elle avait beaucoup de sens de la répartie et de l'humour, mais donc un sacré caractère, avec une certaine tendance à l'affabulation. Elle a eu 3 sœurs. Elle était malheureuse parce qu'elle disait que sa mère préférait sa seconde sœur à elle. Et elle a passé toute son enfance chez une nourrice à Quimperlé. À 14 ans, elle quitte ce qu'elle a appelé elle-même sa vie monacale, parce qu'elle était habituée de voir sa mère rentrer chez elle avec des amis. Voilà. Et donc, elle passe le concours du conservatoire et elle est reçue à 14 ans. Elle entre à la Comédie Française en 1866, pardon, mais, alors, pour vous donner l'idée du caractère de cette bonne femme, elle est renvoyée l'année suivante pour avoir giflé une sociétaire qui avait bousculé sa sœur qui, la malheureuse, avait marché par mégarde sur la traîne, une traîne qu'elle avait sur sa robe. Voilà. La police des mœurs, à l'époque, c'est pour cette raison que je parle de prostituées juives, la police des mœurs comptait à cette époque 415 dames galantes. 415. Le chiffre est précis. Elle va créer en 1880 sa propre compagnie qui part jouer à l'étranger sur les 5 continents. Et alors, ce qui est curieux par rapport à Rachel,
c'est elle avait tant de talent qu'elle interprétait souvent des rôles d'hommes. Elle a interprété Hamlet, elle a interprété euh, Péléas, dans Péléas et Mélisande de Maurice Maeterlinck. Euh, et elle va même inspirer à Edmond Rostand sa pièce sur l'Aiglon, c'est-à-dire sur le fils de Napoléon, l'Aiglon. Son lyrisme et son emphase vont enthousiasmer tous les publics et elle va même collaborer avec Oscar Wilde. En 1914, elle reçoit la Légion d'honneur pour avoir répandu, alors c'était l'objet de sa Légion d'honneur, c'était d'avoir répandu la langue française dans le monde entier. Donc ça, c'est très beau qu'elle ait eu la Légion d'honneur pour cette simple implication dans la langue française de la tragédie classique. Alors, elle est morte à l'âge de 76 ans, hein, donc on lui avait coupé sa jambe droite. Je pense que vous avez dû voir ou entendre des éléments d'information concernant sa jambe de bois. En réalité, elle n'a jamais voulu avoir une jambe de bois, mais elle a été amputée de sa jambe droite, pardon, à cause d'une tuberculose du genou. C'est étrange, mais elle a eu une tuberculose du genou. Alors Sacha Guitry, par exemple, elle a joué pour lui une pièce qui s'appelait curieusement La Voyante. Et elle va donc décéder d'une malformation, d'une insuffisance cardiaque. Voilà. Elle est aussi enterrée au cimetière du Père-Lachaise. Donc j'essaye d'aller vite parce qu'on ne peut pas prendre trop de temps là-dessus. Je pense que ça peut être intéressant d'avoir une deuxième petite interruption musicale avec un disque je pense que c'est celui-là que tu as pris sur nous, c'est Joyce Di Donato, c'est ça? On est aussi obligé d'interrompre. Mais finalement, une mezzo-soprano comme Joyce Di Donato, que j'ai eu le bonheur de voir il y a 15 jours à la Halle au Grain, c'est aussi une comédienne, parce que c'est des opéras dans lesquels les personnages ont une importance considérable, même si quelquefois les textes ne sont pas extraordinaires, mais les fureurs vocales sont quand même là. Et donc, c'est un opéra de Handel qui s'appelle Julio César, Jules César. Alors maintenant, on va en parler hein, de certains hommes, mais je me suis appesanti, vous m'excuserez, plutôt sur des comédiennes, et donc en l'occurrence des comédiennes américaines, par exemple. Et on va démarrer avec Lorraine Bacall. Alors Lorraine Bacall, c'est quelqu'un qui est absolument fantastique parce que d'une beauté extraordinaire. Elle s'appelait exactement, voilà, on la voit là. Alors, elle a été l'épouse de grand comédien lui aussi, qui s'appelait Humphrey Bogart. Ils avaient 25 ans de différence d'âge. Hein. Elle s'appelait Betty Jane Perske, P-E-R-S-K-E. Dite de Lorraine Bacall, donc c'est une actrice américaine qui est née le 16 septembre 1924 à New York et elle est décédée à New York le 12 août 2014. Il n'y a pas si longtemps que cela. Hein. Son surnom, c'est né d'un film dont on parlait rapidement. Son surnom, on l'appelait The Look, le regard. Elle avait un regard, des yeux absolument sublimes, sublimes. Et on va voir tout à l'heure avec Eddie Lamar, c'était la même chose. Hein. Je ne sais pas pour quelle raison, ces femmes juives, pas juives, hein, en l'occurrence là, il s'agissait d'actrices juives, avaient des regards, des visages, des silhouettes absolument somptueuses. Donc, après des débuts comme mannequin, elle va incarner au cinéma un rôle particulier de femme fatale, qui va mettre en valeur son regard bleu d'une sensualité, on peut dire ça comme ça, d'une sensualité explosive.
Et aussi quelque chose de très particulier, si vous avez eu l'occasion déjà de regarder des films avec Lorraine Bacall, elle avait une voix basse pour une femme, assez curieusement. Et donc, elle va partager l'affiche dans plusieurs films avec Humphrey Bogart, donc elle va épouser. Euh, alors, vous savez, les Américains, ils aiment bien des listes de records, etc. Elle est classée au 20e rang de la liste des 100 stars de légende du cinéma américain. Elle a, elle a une place extrêmement importante. Elle est née dans le Bronx et c'était la fille unique d'une dame qui s'appelait Nathalie Weinstein, qui était secrétaire, et son père s'appelait William Perske, qui était vendeur, et tous deux étaient issus de l'immigration juive ashkénaze, Moldavie et Russie. Elle parle un yiddish parfait. Alors, quand vous la voyez comme ça dans les films avec Humphrey Bogart, vous vous dites, elle parle yiddish, celle-là? Eh bien oui, elle parle un yiddish parfait. Elle affirme que sa judéité a fait sa force intérieure dans ses mémoires, parce qu'elle a écrit 2 livres de mémoire, donc je vous conseille la lecture parce que c'est très intéressant. Et donc, ses parents vont divorcer quand elle a 5 ans, et elle va commencer des études en 1940 à l'American Academy of Dramatic Arts, où elle côtoie un de ses amis proches, qui est aussi un juif, l'acteur, remarquable qu'on a vu tout à l'heure en particulier dans Spartacus, Kirk Douglas, qui est le père aussi de Michael Douglas, qui est aussi un comédien juif remarquable. Donc, en 1943, elle va faire la couverture d'un... Regardez ses yeux. Comment vous ne voulez pas être sous le charme? Moi, ça me paraît impossible. Vraiment. Je demande pardon à ma femme, mais je vous assure que c'est vrai. Elle avait un regard magnétique, cette femme. Et donc, elle va faire la couverture d'une grande revue de mode qui s'appelle Harper's Bazaar. Elle va également apparaître dans un autre magazine qui s'appelle Vogue, et un grand metteur en scène de cinéma qui s'appelle Howard Hawks a dit qu'elle se faisait remarquer par sa grâce féline, ses cheveux blonds, son regard bleu-vert. Alors, c'était une comédienne et elle avait des modèles en tant que comédienne. L'un de ses modèles préférés, c'était une immense comédienne américaine, qui s'appelait Bette Davis. Voilà. Alors, elle va donc, la femme du réalisateur Howard Hawks va, pardon, hein, ouais. La femme du réalisateur Howard Hawks va la prendre sous son aile. Elle va essayer de lui apprendre à s'habiller de façon sophistiquée, élégante. Elle va aussi l'aider à abaisser le son de sa voix, parce qu'au départ, elle avait une voix, pas une voix de fossé, mais une voix relativement élevée, pour une voix normale de femme. Et alors donc là, c'est là où elle a commencé à voler de ses propres ailes et à avoir une notoriété remarquable. C'est dans un film qui s'appelle Le port de l'angoisse. Si vous avez l'occasion, regardez-le. Très beau film. Et Hawks dit, elle crée un personnage aussi insolent que Bogart, qui insulte les gens, mais toujours en riant. C'est un être androgyne, doté d'une beauté solaire. Pour un réalisateur de cinéma comme Howard Hawks, c'était pas un mince hommage. Alors, elle va recevoir un César d'honneur en 1996, le César français, donc, hein, et en 2009, un Oscar d'honneur pour toute sa carrière. Elle va mourir des suites d'un AVC. Donc, quand pour vous donner le genre d'ambiance qu'il y avait aussi, quand elle épouse Humphrey Bogart en était à sa 3e femme déjà. Hein. Et donc, sa femme de l'époque, elle s'appelait Mayo Mato. Elle va lui lancer à Lorraine Bacall, petite garce juive, maintenant c'est toi qui vas lui laver ses chaussettes. C'est amusant. Lorraine a 20 ans et Bogie, on l'appelait Bogie, hein, le frère Bogart,
Bowie, il en a 45. Et il va l'appeler souvent, d'ailleurs, Bogart va appeler Lauren Bacall Baby, Baby. Elle va avoir une fille amoureuse, là encore, hein, des grands allongés, j'en sais rien, mais elle va être en couple avec Frank Sinatra. Elle s'est même un peu avancée pour dire qu'il allait se marier avec elle, et du coup, il s'est enfui. Il n'a pas supporté ça. Elle a été aussi avec Jason Robards, dont elle divorcera à cause de son alcoolisme. Et elle a deux enfants d'Humphrey Bogart, Stephen, qui est producteur de cinéma, et Leslie, qui est une professeure de yoga. Elle fait partie de la même famille. Alors, ça aussi, c'est une bizarrerie, mais c'est comme ça. Hein, ça fait partie des étrangetés, des informations qu'on peut avoir quand on essaie de s'interroger sur le destin de ces personnes. Elle est de la même famille que Shimon Peres, le premier ministre israélien. Alors, parmi ces films les plus connus, je vous les cite comme ça, au cas où vous auriez l'occasion de le voir sur Netflix ou à la télévision ou des cassettes. Il y a Les Passagers de la nuit, La femme aux chimères, avec Terry Leblanc, La femme modèle, avec Gregory Peck, donc Le port de l'angoisse, Le grand sommeil, Kay Largo, Écrit sur du vent, Le crime de l'Orient Express, Rendez-vous avec la mort, etc., etc. Voilà. Voyez encore une fois cette photographie de Lauren Bacall, moi, je craque. Alors ensuite, là maintenant, nous allons parler d'une autre actrice qui n'est pas juive, mais qui a été très importante dans le combat contre l'Allemagne nazie, c'est Marlène Dietrich. Là, c'est l'acteur Edward J. Robinson. Alors, Marlène Dietrich, c'est avant tout et totalement une femme fatale, envoûtante, euh, dans tous les sens les plus riches du terme. Envoûtante, vraiment. Alors, pourquoi j'en parle aussi, c'est d'une part par rapport à son combat contre le nazisme, finalement, mais également parce que c'est un réalisateur juif de cinéma qui s'appelle Joseph von Sternberg, qui va créer le mythe Marlène Dietrich, parce que elle va, par exemple, elle ne pouvait pas faire n'importe quoi, bien évidemment, mais vous savez que souvent, Greta Garbo, enfin, ça c'est Eddie Lamar, euh, ils ont fait des opérations esthétiques, hein. Ils ont perdu des dents, ou ils ont perdu des kilos, etc. Elle va perdre 15 kilos, elle va apprendre l'anglais et elle va entourer son passé d'un halo de lumière. C'était une femme qui était très taiseuse. Mais en même temps, elle était pleine d'humour. Elle rigolait souvent, elle racontait des blagues. Et alors, pour Sternberg, il voulait créer une nouvelle Greta Garbo. Mais sa forte personnalité va l'emporter. Euh, Elle disait elle-même que la beauté venait de l'intérieur et non pas de l'extérieur. En quoi elle n'a pas tort. Alors, c'est à la fois un personnage, regardez, voilà, là aussi. Alors, c'est étrange, le regard, ça n'a rien à voir avec Lauren Bacall, mais c'est un regard, là aussi, très lascif, euh, qui vous sonde dans vos derniers retranchements, en quelque sorte. Euh, donc, c'est à la fois un personnage érotique, mystérieux, mais c'est aussi une ménagère rigolote, indépendante, émancipée. Elle explose au cinéma et elle fut une excellente chanteuse également, parce qu'elle n'a pas été que comédienne, elle a été chanteuse de cabaret. Hein, en particulier, vous connaissez tous la fameuse chanson Lily Marlène. Et donc, alors, un de ses films les plus connus, c'est le Morocco, La femme et le pantin, L'impératrice rouge, c'est sur Catherine de Russie, Shanghai Express, La maison des sept péchés, enfin, voilà. Alors, pour elle, je voulais vous lire un petit texte écrit. Il dit Marlène Dietrich, votre nom débute par une caresse
et s'achève par un coup de cravache. Vous portez des plumes et des fourrures qui semblent appartenir à votre corps, comme les fourrures des fauves et les plumes des oiseaux. Votre voix, votre regard sont ceux de la Lorelai, mais la Lorelai était dangereuse. Vous ne l'êtes pas parce que votre secret de beauté consiste à prendre soin de votre ligne de cœur. Voilà. Ça, c'est Cocteau qui parle de Marlène Dietrich dans ces termes. Voilà. Alors, donc on va parler maintenant d'Eddie Lamar, donc la jeune femme dont on a vu les photographies. Alors, elle s'appelait en réalité Hedwig Kissler, dite Eddie Lamar. C'est une actrice donc et productrice de cinéma et même inventrice. On va y revenir. D'origine autrichienne et naturalisée américaine. Donc, je disais qu'elle était de nationalité au départ autrichienne, elle a été naturalisée américaine, elle est née le 9 novembre 1914 à Vienne, en Autriche, et elle est morte le 19 janvier 2000 à Castleberry, en Californie. Alors, au cours de sa carrière cinématographique, elle va jouer sous la direction des plus grands réalisateurs de l'époque, King Vidor, Victor Fleming, Cécile B. 2000, etc. Alors c'est ce que les critiques de cinéma appellent une icône, c'est comme ça que ça s'appelle, une icône glamour du cinéma américain. Et elle a même été déclarée la plus belle femme du cinéma, la plus belle femme du cinéma. Outre sa carrière au cinéma, donc, elle va marquer l'histoire scientifique des télécommunications, c'est ça qui est très surprenant, en inventant, avec un compositeur qui s'appelle George Antel, un moyen de recherche de coder des transmissions utilisées aujourd'hui, par exemple, pour le positionnement des satellites, GPS, etc., les liaisons militaires chiffrées et même dans certaines techniques Wi-Fi. Alors, c'est la fille unique d'un couple juif ashkénaze. Son père, Émile, est né à Lviv, dans l'Ukraine actuelle. Il était directeur de banque. Sa mère, elle s'appelait Gertrude Richwitz. Elle était issue de la bourgeoisie juive de Budapest, en Hongrie, et elle était pianiste concertiste. À l'âge de 12 ans, elle va même remporter un concours de beauté et elle veut devenir actrice en voyant le film de Fritz Lang, que vous avez peut-être vu également, qui s'appelle Metropolis. Et par ailleurs, elle bricole avec son père à la maison. C'est ce qui fait que ça a suscité une espèce de vocation particulière au niveau des transmissions Wi-Fi, etc., dont je viens de vous parler. À 16 ans, elle va se présenter seule au studio viennois de cinéma. Elle va abandonner l'école. Elle est engagée par le metteur en scène Max Reinhardt, qui est un metteur en scène de théâtre juif, qui la présente à la presse comme la plus belle fille du monde. Là encore, vous voyez, encore la plus belle fille du monde, la plus belle femme du cinéma, la plus belle fille du monde. On est sidéré devant tant de beauté. Alors, vous avez deux metteurs en scène américains, juifs, Otto Preminger et Sam Spiegel, qui veulent la faire jouer dans des films. Elle préfère aller à Berlin, où elle tourne quelques navets. En Europe, on l'appelle The Ecstasy Girl. The Ecstasy Girl. Alors, elle va, par exemple, pour travailler avec de grands metteurs en scène, elle va essayer, elle va prendre le bateau, le Normandie pour partir aux États-Unis. De Berlin, elle veut partir aux États-Unis. Elle se met en beauté pour plaire. Alors, pourquoi? Parce que dans le bateau, le Normandie, il y avait le fameux Louis Mayer, le magnat d'Hollywood. Qui a complètement flippé sur sa beauté. Donc, elle va changer de nom. Elle va s'appeler Eddie Lamar et non plus Hedwig Kissler. Sa carrière va être illuminée, va illuminer les studios d'Hollywood. Et le cinéaste Robert Young va la comparer, excusez-moi, à un condensé de soleil. Alors, franchement, hein, c'est un éloge tout à fait remarquable, un condensé de soleil. Durant la Deuxième Guerre mondiale, elle va participer en tant qu'exilée
à l'effort de guerre américain, donc elle s'est engagée. Hein. Sa beauté, évidemment, parvient à faire s'évanouir des hommes forts et virils, dira le metteur en scène. Son visage et son corps étaient fabuleux. Elle triomphe, alors elle va triompher avec un film curieusement d'origine biblique, Samson et Dalila, tiré du livre des juges, par Cécile B. Demine, avec celui qui jouait le rôle de Samson, c'est Victor Mature. Vous avez dû certainement voir des films de Péplum avec Victor Mature. Alors, elle va même recevoir, par rapport à ce film, elle va vraiment triompher hein, avec ce film Samson et Dalila, et elle va recevoir une fortune en émeraude, écoutez bien, en émeraude et en saphir de la couleur de ses yeux. En 1960, elle est honorée d'une étoile sur le Hollywood Walk of Fame. Alors, par contre, malheureusement pour elle, son vieillissement se passe mal. Elle va dilapider sa fortune dans une vie mondaine un peu folle. Et elle est même arrêtée à plusieurs reprises parce elle était atteinte de kleptomanie. Elle fauchait dans les magasins de produits de beauté, de parfums, etc. Voilà. Et elle va mourir à l'âge de 85 ans. Donc, elle était hantée par la peur de vieillir, mais malheureusement, elle a vieilli et elle a mal vieilli. Alors, pour éviter de n'être qu'avec des dames, on va essayer rapidement. Alors, juste hein, comme ça pour vous les citer, hein, simplement vous les citer parce qu'on n'a pas le temps de les traiter. Parmi les vedettes hommes et les vedettes femmes, les vedettes hommes, on a Ben Stiller, Andrew Garfield, Sacha Baron Cohen, Paul Rudd, alors des gens dont je ne pensais pas du tout qu'ils pouvaient être juifs. Joachim Phoenix, Adrien Brody, celui qui jouait magnifiquement le rôle du pianiste dans le film de Polanski. Jason Schwartz, Robert Downey Jr., je ne pensais pas du tout qu'il était juif, il est juif. Lev Schreiber, Noah Weil, Jeff Goldblum, c'est celui qui a fait un film, vous avez tous vu certainement, sur la mouche. Il était pris il était prisonnier avec une mouche, etc., etc. Enfin, Armie Hammer. Y a un jeune acteur qui est donc dont la maman est juive, qui s'appelle Timothée Chalamet. Et Armie Hammer, c'est l'un des descendants du magnat de l'art et de la culture Hammer. Et c'est aussi un juif. Et les deux jouent dans un film qui a été couvert d'éloges et de récompenses qui s'appelle Call Me by Your Name. Appelle-moi par ton nom. Voilà. Vous avez Daniel Day-Lewis, c'est un comédien aussi juif. C'est lui je crois que c'est avec lui que Isabelle Adjani a eu son fils. Et parmi les femmes, alors il y en a des flopées magnifiques. Nathalie Portman, Eva Green, Mila Kunis, Scarlett Johansson, Evan Rachel Wood, Winona Ryder, Gal Gadot, Sulocana, Rachel Wilson, Mélanie Laurent, je ne savais pas que Mélanie Laurent était juive, Sarah Zilberman, Rachel Weisz, etc., etc., etc. Alors, pour parler d'autres acteurs que les femmes, et donc ça va être des acteurs, j'ai pensé que ça pouvait vous intéresser parce que il est très à la mode et il est très apprécié et adoré par les jeunes. C'est Daniel Radcliffe. Daniel Radcliffe, qui est né le 23 juillet 1989 dans le quartier londonien de Fulham, c'est le fils unique d'Alan George d'Alan George Radcliffe, agent littéraire d'origine protestante. Par contre, sa mère, Marcia Janine Gershon Jacobson, c'est une juive ashkénaze et elle est agent de casting. Elle a des origines polonaises et russes. Et c'est Daniel Radcliffe lui-même qui affirme que le fait d'être juif le rend très fier.
C'est donc le héros mythique par excellence, puisqu'il est associé de façon systématique à Harry Potter. Il suscite, alors bien sûr, du fait, il a bien sûr maintenant il a vieilli, on voit une photo de lui qui est beaucoup plus âgé que dans le film, dans les premiers films de Harry Potter. Il va susciter de l'envie et de la jalousie, bien évidemment. Il va s'éloigner des grosses productions hollywoodiennes pour essayer d'afficher un ton plus sarcastique, plus excentrique, voire même un peu sombre sur des films d'auteur. Il participe même à un film d'horreur, La Dame en Noir, tiré du livre de Gaston Leroux. Il va même interpréter le poète Allen Ginsberg, poète juif. Il obtient un rôle majeur dans les films fantastiques comme Dr. Frankenstein. En 2020, pardon, il participe au final de la série comique contre le révérend. C'est un acteur engagé dans des associations qui luttent contre le suicide des jeunes homosexuels. Il est devenu ambassadeur d'Amnesty International et il fait une carrière extrêmement intéressante. Alors, il a un profil très particulier avec ses lunettes et il a un profil un petit peu intello juif. Un autre acteur remarquable, que je trouve remarquable, qui est juif, il s'appelle Jake Gyllenhaal. Je sais pas si je prononce probablement mal, mais c'est donc il est du côté paternel, la famille de son père est d'origine anglaise et suédoise, oui, voilà, c'est ça, suédoise. Et le jeune Jake est élevé selon les principes de la noblesse suédoise. Du côté maternel, par contre, sa famille est issue d'une famille juive américaine de New York, mais d'origine ukrainienne. Il dit lui-même, c'est lui qui le dit, comme Daniel Radcliffe, je me considère moi-même juif plus qu'autre chose. Il célèbre sa bar mitzvah, alors c'est assez amusant, c'est assez curieux. Il célèbre sa bar mitzvah dans un refuge pour SDF, selon le souhait de ses parents, pour qu'ils prennent conscience de son mode de vie privilégié. Il termine ses études à Harvard en 1998, puis à l'Université Columbia, donc il a un parcours universitaire très brillant, hein, avant de se consacrer à sa carrière d'acteur. En 2001, il joue dans des comédies comme Lovely and Amazing et Bubble Boy. Son interprétation d'un adolescent schizophrène va lui valoir une nomination aux Spirit Awards. En 2004, il triomphe dans un film catastrophe que vous avez certainement dû voir, qui est un excellent film catastrophe, qui s'appelle Le Jour d'après. Le Jour d'après, qui est un énorme succès commercial. Et l'année 2005 marque un tournant particulier, puisqu'il va interpréter un rôle qui s'appelle le rôle de Jack Twist, un cow-boy homosexuel, mais terriblement sexy, dans Le Secret de Brokeback Mountain. Je prononce mal, j'en suis désolé. J'ai fait de l'allemand et pas de l'anglais. Donc, aux côtés de Heath Ledger, sa performance lui vaut même une nomination aux Oscars. Alors, il va participer au casting de Batman Begins. Il devait jouer le rôle de Batman, mais finalement, c'est Christian Bale qui l'a doublé. Il va par contre refuser de jouer dans le film Avatar. Je ne sais pas si vous voyez de quoi je veux parler, ce film fantastique avec des montages techniques remarquables. Il va participer également. Alors, il est tête d'affiche, par contre, pas plus que participer, il est tête d'affiche sur un film que je vous conseille, qui est très bien fait, qui vous fait passer une bonne heure et demie dans les aventures remarquables de notre jeunesse. C'est le Prince of Persia, Prince de Perse. Il joue dans des films indépendants, de plus en plus. Il a pour parrain, excusez du peu, Paul Newman. Et il a même eu une relation relativement courte avec la comédienne juive Nathalie Portman, la comédienne d'origine israélienne, celle qui est mariée avec le chorégraphe français Benjamin Millepied. Alors, pour
face à la somptueuse et gigantesque photogénie des femmes comédiennes de cinéma, euh, par exemple, avant le cinéma parlant, vous aviez des comédiennes remarquables, comme par exemple Mary Pickford, Mae West, ou alors, si vous ne l'avez jamais vu, alors vraiment, voyez-le, c'est un film sensationnel qui s'appelle Boulevard du Crépuscule avec Gloria Swanson. Là, par exemple, ça c'est donc avant le parlant. Il est commode à cette époque-là de se gausser des partenaires masculins, de ces immenses comédiennes icônes du cinéma. Parce que leur rôle, c'était un peu un rôle un peu ridicule. Ça correspondait à des clichés très commodes. C'est la silhouette très mince, bien prise dans un élégant costume croisé, d'excellente facture, etc. Mais depuis l'avènement du parlant, le cinéma est beaucoup plus qu'une marque de fabrique. La séduction est plus qu'une marque de fabrique. C'est l'idée même d'une identité masculine testostérone. J'ai employé ce terme-là, bon, je ne sais même pas s'il existe, mais une identité masculine testostéronée. Le talent et le charme vont se confondre et même les vilains deviendront beaux. Quand vous voyez par exemple Peter Lorre, il est affreux, mais il devient beau. C'est une forme de séduction particulière. Alors, à ne pas oublier un principe hollywoodien fondamental, la caméra vous aime ou ne vous aime pas, mais le talent n'a souvent rien à y voir. Je crois que c'est assez vrai, ça. Voilà, alors j'aurais des tas de choses encore à vous dire, mais c'est juste pour... Ah oui, je voulais rapidement parler du cinéma fantastique. Ce cinéma fantastique, ce style de cinéma suscite dans le public soit une forme de dédain un peu méprisant, des gens un peu honorables, qui se moquent un peu de ce côté un peu débile, soit c'est une passion déchaînée d'amateurs fanatiques. Alors moi, je suis ni l'un ni l'autre, je suis pas ni honorable ni méprisant, mais je suis pas non plus un fanatique. Mais par contre, il y a des films fantastiques à voir absolument. Au commencement, il y avait l'imagination et la réalité, les deux pôles de la dualité fondamentale du cinéma, la réalité et l'imagination. Et le fantastique n'est pas ce qui sort de l'ordinaire, ce serait une erreur étymologique. C'est plutôt une des caractéristiques du romantisme, une confusion du réel et de l'imaginaire. Et l'un du cinéma, par exemple, l'un des sommets du cinéma fantastique, enfin, je pense que c'est du cinéma fantastique et un thriller en même temps, c'est le fameux Psychose d'Alfred Hitchcock avec Anthony Perkins qui mêle à la fois une forme de poésie et de la monstruosité. Et donc, les constantes dichotomiques du fantastique sont la vie, la mort, le bien, le mal, l'instinct, la raison, la bestialité et l'aspect humain, la nature et la science, l'humain et le robot. Et dans les personnages du cinéma fantastique, on a tout ça. On a par exemple Dracula ou Frankenstein, mais on a aussi, rappelez-vous ce merveilleux film d'Alfred Hitchcock, Les oiseaux, où on voit des oiseaux qui attaquent les êtres humains, etc. Donc les oiseaux deviennent des éléments négatifs, des éléments de mort. Ou bien le film de Cocteau, La Belle et la Bête. La Belle et la Bête, c'est un film remarquable sur le plan cinématographique, sur le plan poétique et sur le plan humain, puisque c'est l'amour de cette femme qui va sauver la bête et le faire redevenir un prince. Vous avez un merveilleux film avec Gérard Philippe et Michel Simon, acteur juif, Michel Simon et Gérard Philippe, qui s'appelle La beauté du diable, qui reprend l'histoire du pacte faustien pour garantir l'éternelle jeunesse. Et vous avez donc le film dont je vous parlais au tout début, qui me paraît un film fondamental à regarder, re-regarder, c'est le Golem,
Le golem, c'est donc l'histoire de Yehuda Lev, donc Rabbi Yehuda Lev, hein, le Maharal de Prague, qui a conçu un monstre pour sauver les Juifs des pogroms qui avaient lieu aux portes du ghetto, et qui avait trouvé la très bonne idée pour maîtriser ce robot tueur éventuel, de lui inscrire le mot vérité sur son front. Il demandait le soir au golem de lui ôter ses lacets de chaussures de façon à l'avoir à ses pieds, et il lui a enlevé le aleph de Emet, et ça devenait Met, la mort. Le golem devenait mort à ce moment-là. Et un jour, il a oublié, et évidemment, il a fait la catastrophe partout dans la ville de Prague. Alors, c'est un livre un auteur remarquable qui a écrit des contes pragois dont le golem, mais c'est aussi une réflexion sur le fait que l'homme peut maîtriser ou pas les éléments de la nature et les éléments qu'il conçoit lui-même. C'est terriblement d'actualité, je trouve. Avec l'intelligence artificielle, je trouve que nous sommes en plein dedans. Voilà, c'était un vague aperçu, hein, j'en suis navré, mais on n'avait pas trop le temps, c'est très dommage. Je suis navré également de cet incident technique, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein. Merci beaucoup Roger. Non, ne vous inquiétez pas là, les problèmes techniques sont inhérents à ce type de conférence. Est-ce qu'on peut peut-être passer un dernier extrait musical, peut-être ? Bien sûr, oui. Alors celui que tu veux, on peut. Alors on va prendre Bach, Wilhelm Kempff. C'est un morceau auquel je suis très attaché parce qu'il était très aimé par mon frère. Alors, l'art merveilleux de Bach consiste à faire de quelque chose qui est très émouvant, puisque c'est un caprice sur le départ de mon frère bien-aimé, et il en fait quelque chose finalement d'assez joyeux. Donc, c'est une forme de résilience. Merci beaucoup Roger. Merci beaucoup, et on pense tous à Michel énormément. Merci. Allez, on va passer aux questions. Avant ça, un petit documentaire très rapide pendant 1 minute 30 sur Eddie Lamar, et ce que vous avez d'ailleurs dit Roger. On l'écoute, c'est un petit documentaire, une bande-annonce d'un reportage. On l'écoute de suite. One of the most glamorous stars show business ever has produced, and one of the most beautiful women in the world, Hedy Lamarr. She was the best looking movie star that ever lived. She becomes the model for Snow White, and she inspired Catwoman. You expect Hedy Lamarr to be glamorous, sophisticated. But you hear things that she was a scientist. So is this true? I know what I did, and I don't care what other people say about me. After a grueling day on the set, Hedy was at home working on her latest invention. Today, we have Wi-Fi and Bluetooth. That's my mother's technology. The things that nobody ever knew about her. You don't get to be Hedy Lamarr and smart. No. Hedy wanted to do something important with her life. She needed to be free. Give the world the best you have, and you'll be kicked into the sea. Give the world the best you've got anyway. Alors, merci beaucoup Jean-Luc, c'était magnifique. Hein. De l'extase au Wi-Fi, voilà, donc ça rejoint ce que vous disiez là, l'extase, oui, c'est ça. Et qui montrait que c'était un peu plus un Roger qu'une actrice. Ah oui, c'est certain. Voilà, allez, on va terminer ensemble. Alors, y a-t-il des questions? Donc là,
Je me tourne vers vous, n'hésitez pas, n'hésitez pas. Alors, moi, je pose Oui, la même première. des questions toutes simples. Et je veux dire, Euh, il y a pas de raison. oui, On est entre nous. entre nous et il n'y a aucune raison de craindre de poser des questions, hein. D'ailleurs, je vais réactiver les micros de chacun. Voilà, hop, de manière à ce qu'on termine ensemble. Voilà, une petite seconde. Voilà. Alors, oui, ma première question, oui, c'était effectivement sur les acteurs et actrices juifs américaines et comment est-ce que vous mesurez pour vous l'importance qu'elles ont eue sur la société américaine. On voit comme la société américaine qui a une connaissance extrêmement fine hein, du judaïsme. Alors, bien sûr, il y a 6 millions de juifs, dont 3 millions à New York, mais je pense que le cinéma, le théâtre et ces acteurs ont eu leur importance. Alors, je pense que la société, il me semble, hein, la société américaine est très marquée par tout ce qui a trait à la rigueur protestante. Donc, il y avait une forme, au départ, il y a une forme de rejet ou de mépris ou de crainte même de la part de la société américaine vis-à-vis des acteurs ou actrices qui peuvent se hasarder à les, comment dire, à les titiller. Mais le fait que la communauté juive s'est trouvée parfaitement bien implantée aux États-Unis, en tout cas au début, maintenant peut-être les choses vont-elles changer, mais la communauté juive était très bien implantée. Il y a une connaissance assez remarquable des us et coutumes du judaïsme dans la société américaine, alors qu'en France, c'est beaucoup moins évident. Il y a beaucoup. Je voulais raconter avec Daniel Radcliffe ou avec Jack Gyllenhaal. Il y a un des membres de la famille est juif, l'autre non. Donc il y a une coexistence pacifique, certes, mais qui fait que il y a une acceptation de l'autre avec les us et coutumes de l'autre, et quelquefois des mélanges avec une forme de syncrétisme. Absolument, absolument. Et, alors on rappelle quand même que, bon, évidemment, comme vous l'avez dit, il est très impossible de parler de tous ces acteurs et Ah actrices oui, dans ce délai, c'est mais monumental, hein. mais vous aviez quand même mentionné, ne serait-ce qu'au niveau des hommes, Kirk Douglas, Edgar J. Robinson, un sacré Ah oui, personnage, remarquable. ou Tony Curtis. Oui, Tony Curtis, absolument, oui. Et puis bien Edgar J. sûr, Robinson, c'est celui qui joue le rôle du traître dans Les 10 Commandements avec Charlton Heston. ah oui, oui. Ou dans le Kid de Cincinnati et bien d'autres. Oui. Kirk Douglas, bien sûr, Spartacus, et puis bon, toute cette filmographie exceptionnelle. Et Alors, Tony curieusement, Curtis. Charlton Heston a joué beaucoup de rôles de juifs, mais il n'était pas juif du tout, hein. Oui, c'est vrai. Il y a Tony Curtis aussi, dont vous parlez, Oui. qui était. Et puis bien sûr, il y a une grande absente, mais bon, vous en avez déjà parlé dans d'autres conférences, c'est bien sûr Barbra Streisand. Oui, bien sûr. Qui était une icône. Une Alors, icône. À la allez, fois d'ailleurs dans la chanson et dans le cinéma, hein. absolument, absolument. Et elle, par contre, c'était une femme engagée et au niveau Ah de la oui. société, elle a eu quand même un impact et une importance quand même sur Ah oui, considérable. une influence sur la société américaine. Oui, c'était Ah, une ouais. une féministe engagée, mais une vraie féministe hein, au sens Ouais. Et noble, une noble du féministe terme. juive, c'est-à-dire elle ne renie pas et elle ne renonçait pas à son judaïsme, mais avec Yentl, par exemple, elle essaye de lutter contre une forme de ségrégation. Oui, absolument, absolument. Oui. Ah oui, c'était un sacré personnage. Hein. Ah Et oui. puis Tony Curtis, bon, on a tous connu tous ces films, et puis bien sûr cette série, donc Amicalement Amicalement Vôtre, vôtre. qui a bercé notre Notre adolescence ou jeunesse. jeunesse. Allez, est-ce qu'il y a des choses ou des souvenirs, pas forcément des questions, allez, Anne, Patricia, donc sur tous ces acteurs et actrices, bah, ils vous ont tous fait rêver un moment ou un autre. Hein. Allez, Patricia, allez, Moi, un acteur, j'ai retenu que Lorraine Bacall a fait vraiment sensation auprès de Roger. Hein. Ça a assez marqué. Hein. Eddie Il y a Lamar de aussi, quoi. Pardon, Il y a de en quoi. demandant pardon à ta femme, hein, quand même. Oui. Non, mais c'est vrai. Il y a une chose que tu as dit, c'est que ces actrices-là, bon, au temps du muet,
elles avaient une prestance que l'on ne retrouve pas aujourd'hui. Oui. Elles semblaient longues, très grandes, très, très, très fines. Oui, il y a une forme de grossièreté, si je peux dire, ou de vulgarité dans le monde du cinéma d'aujourd'hui qui n'était pas le cas à l'époque. Non, elles étaient toujours toutes élégantes, toujours très, très élégantes et sans Alors bien sûr, botox, sans botox. Ouais, Je pense mais pas qu'elles se faisaient Patricia, du botox à c'était l'époque. artificiel quand même, hein, c'était pas quelque chose de naturel, mais Oui, mais c'était artificiel parce qu'elles se refaisaient des choses que l'on entend oui, toujours voilà, c'est parler, ça. les dents, le nez, voilà, mais c'était Voilà, pas le botox actuel qui les déforme. Mais je trouve que c'est ces ça. femmes, elles avaient, quand on regarde leurs films, on est, enfin personnellement, je suis extasiée devant On est sous leur le charme, oui, c'est beauté, ça. ah oui, je suis Ah, sous le charme de ces femmes-là, qui sont alors, toujours très grandes, très longues, avec des grandes robes, je me dis, mais ça se fait plus là maintenant, elles sont, ah non, voilà, aujourd'hui, ce sont mais les jeans troués. voilà, les Bon, jeans troués, mais par contre, Roger, bravo pour ta recherche, pour ton étude, c'est vraiment, tu as vraiment bien détaillé. Je suppose que tu as encore beaucoup de choses à nous dire Oui, là-dessus. oui, bien sûr, Oui, bien sûr. alors oui, Roger, il y a un film dont tu as parlé, alors c'est vrai, je dois dire, bon, souvenir qui m'a beaucoup marqué, c'est effectivement Sunset Boulevard, un boulevard du oui, Ah crépuscule. oui, Boulevard du Euh, Crépuscule, c'est et remarquable. je l'ai vu Avec plusieurs fois William Holden, oui, et Gloria Swanson. Et effectivement, c'est toute l'histoire un peu du cinéma, du du cinéma, muet. voilà, c'est Et ça. puis, oui, et puis ce second rôle, que je trouve qui est tenu de manière absolument mais tragique et grandiose par Eric von Stroheim, Oui, qui était ah oui, qui était l'ancien mari de l'actrice, oui, c'est ça. du personnage et qui devient Son valet, son valet pour rester avec elle et voilà, qui n'arrête pas de lui dire qu'elle est la meilleure actrice du monde. C'est lui qui lui envoie ses pseudo-lettres absolument. d'admirateur. Et alors, Eric von Stroheim, c'est quelqu'un qui a comment dirais-je, une image qui est très, j'allais dire, excusez-moi de ce terme, mais très boche. Oui, Alors ah qu'en oui, c'est réalité, il très est juif. martial. Très martial, oui, oui, absolument. Eric von Stroheim, cette façon, ce port est un acteur absolument exceptionnel, mais Ah oui, remarquable, oui. c'est un grand Très film. intelligent comme acteur. Et puis cette scène finale, d'ailleurs on a vu la photo où elle se fait arrêter puisqu'elle a tué oui, Elle William a Holden tué, et oui, puis oui. elle dit attendez, puis elle descend l'escalier en pensant qu'elle va être filmée, que sa gloire va revenir, sa gloire passée va revenir. Exactement. C'est avec son regard. Elle est victime de l'image qu'elle a d'elle-même. Ah oui, absolument. Anne, mais avant de c'est vrai, terminer, Jean-Luc, tu viens de parler d'escalier, et c'est une chose qui m'interpelle parce que peut-être que je me trompe ou peut-être que je regarde pas je regarde toujours le même film et ça m'étonnerait quand même. Elles descendaient l'escalier, ces actrices, avec une aisance et une élégance. Il y en a plusieurs comme ça, hein, qui descendent un grand escalier ah avec oui, des ah oui, grandes robes, mais c'est vrai. c'était beau à voir. C'est Eh beau oui. à voir. C'est vrai. Anne, allez, un petit souvenir ou un film ou un acteur, une actrice qui t'avait marqué, sans que ce soit une question forcément. Tony Curtis dans Certain Show. Ah oui, voilà. Ah Ah oui, oui, ça les trois, oui. ah oui. Tony Curtis, Avec la phrase finale, on ne peut pas être parfait. Nobody perfect. Personne n'est parfait. Et c'est vrai que cette Personne n'est phrase, parfait. ouais, la première fois que j'ai vu ce film, j'ai un très grand éclat de rire sur cette phrase-là, ouais. Ah Ouais. oui. Plaisir. je Et pense que Marilyn Monroe est à croquer, hein. ah, Ouais, ah oui, exact. le sommet, il y a tout dans ce film, la beauté, l'humour, le talent des Oui. acteurs à leur sommet, c'est vraiment le Et, meilleur du cinéma américain, absolument. hein. Et on peut dire qu'au-delà même des acteurs ou actrices qui ont aidé à cimenter, à améliorer la vision des films, il faut quand même parler des réalisateurs. Il y a des tonnes de réalisateurs juifs qui ont fait des merveilles. Et alors peut-être ce sera peut-être la dernière question, Roger. Hormis, on parlait tout à l'heure de Barbra Streisand qui était tout à fait Oui, engagée et son judaïsme, elle l'affichait et ses idées. oui. Les autres ont plutôt rentré ou montrent Eddie peut-être Lamar, non. leur Hein. judaïsme. Ah oui, d'accord, d'accord. Eddie Lamar, non. Et Lorraine Bacall, non plus. Ah bon, d'accord. Donc c'était pas. Oui, non, Je ils l'ignorais, ont, oui. ouais.
Mais si tu veux, leur façon de vivre leur judaïsme ressemble à ce que tu décrivais toi-même dans ta question par rapport au fait que aux États-Unis, le judaïsme n'est pas vécu de la même façon qu'en Europe. Absolument, oui. Absolument. Très bien, ben voilà, ça sera le mot de la fin. En tout cas, merci, merci. Roger, Merci à vous, J'espère qu'on aura l'occasion de discuter longuement d'autres sujets et de se poser des questions. Absolument, absolument. Alors, on se retrouve ben voilà, la semaine prochaine pour clore vraiment la saison avec une table ronde avec vous-même, Roger, avec Izzy, avec Maurice, pour parler un bref bilan de cette année. Et on mettra tout sur la table, hein, tout, la qualité absolument remarquable, la fréquentation qui a été très fluctuante et qui était une vraie question, tous les points positifs, vraiment la chaîne YouTube et les parce qu'il y en a, podcast. Il y a des points positifs. Ah oui, non, on est à 200, près de 260 abonnés à la chaîne YouTube, les vidéos sont vues, et là vraiment quand je vois régulièrement, hein, il y a eu ces 2 derniers mois 14 abonnements. Oui, sans aucune pub, hein. C'est quand même c'est pas mal. Ah oui, 14 abonnements, vraiment tout à fait spontanés, hein, sans aucune communication, rien, remarquable. Donc on parlera de ça, et puis bien sûr de l'avenir avec la saison prochaine. Et voilà. Donc, vous nous direz un petit peu comment vous voyez les choses pour la saison qui vient. Voilà, en tout cas, merci pour tout, Jean-Luc, pour tout ce que tu nous as proposé, tu nous as aidés de façon considérable. C'était un plaisir, Roger. Comme j'ai dit, hein, comme il y a de la qualité, ça aide beaucoup et c'est pour moi un plaisir. D'ailleurs, je l'ai dit, hein, je joins l'utile à l'agréable. L'utile, bien sûr, c'est le support technique pour faire une conférence Zoom avec un format assez élaboré techniquement où on se voit, on voit les images, on voit tout en même temps. Et puis, mais en même temps, j'en profite dans le cadre de la recherche, de la bibliographie, des photos, à m'imprégner du sujet. Et comme c'est passionnant, donc moi j'en profite. C'est très enrichissant, mais pour moi, pareil, de la même façon. Hein. Oui, c'est un plaisir pour moi, en tout cas, il n'y a pas de souci. Je le fais d'autant plus volontiers qu'au-delà du bénévolat, qu'il y a vraiment de la qualité avec ce que vous proposez, Roger. Et vous nous en faites profiter, merci. Merci à vous. Voilà, et puis bien sûr derrière Anne Akidi, qui est toujours très très peu prolixe, hein, mais qui en fait énormément. D'ailleurs, il n'y aurait pas certainement pas toute cette richesse sans le travail de Anne, toujours très très simple et modeste, mais qui fait un travail tout à fait remarquable. Allez, merci en tout cas à vous tous, et puis on se retrouve en beauté pour terminer ensemble, donc la semaine prochaine. Voilà. Allez, on se termine. On termine. Merci, portez-vous bien. Bonsoir. On termine. Bonsoir et portez-vous bien. Avec le générique. Merci à tous. À très bientôt. Bye bye. À bientôt. Bye.